Dans la rue d'une petite ville provinciale, une petite fille marchait tristement. Elle semblait avoir 5 ou 6 ans, bien qu'elle en ait presque 8. Cela était dû à sa maigreur inhabituelle et à sa petite taille. Ses vêtements, visiblement trop grands pour elle, accentuèrent cette impression en lui donnant l'air d'être habillée d'un sac. Elle s'appelait Victoria. On pourrait penser qu'elle était orpheline, mais ce n'était pas le cas. Une tragédie avait frappé sa famille. Elle vivait avec sa mère, qui devait jongler entre le travail et l'éducation de sa fille pour leur fournir un minimum de nourriture et de vêtements. Sa mère passait ses journées sur le marché en plein air, vendant divers produits. Elle était payée à l'heure, donc elle travaillait sans week-end et par tous les temps, sous la pluie, contre laquelle l'auvent déchiré ne la protégeait pas complètement, et dans le vent glacial. Il n'était donc pas surprenant qu'elle soit tombée malade à cause de ces conditions. Mais n'étant pas employée officiellement, personne ne lui paierait de congé maladie. Alors elle restait derrière son stand, déjà affaiblie par un gros rhume, jusqu'à ce que la situation empire. À la clinique, on lui a dit qu'elle souffrait d'une pneumonie et qu'elle devait être hospitalisée. Mais avec qui vais-je laisser ma fille? Non, je ne peux pas aller à l'hôpital, a-t-elle supplié. Je ne peux pas vous forcer, a soupiré le médecin. Mais au minimum, vous devriez vous reposer complètement. Et voici la liste des médicaments que vous devez prendre. La liste était longue et elle ne pouvait tout simplement pas se permettre la plupart des médicaments prescrits. Elle ne pouvait compter sur aucune aide. Ses parents malheureux étaient décédés il y a de nombreuses années à cause de l'alcoolisme et elle n'avait ni mari, ni n'en avait jamais eu. Le père de Victoria l'avait abandonnée dès qu'il avait appris qu'elle était enceinte. Alors elle devait tout faire seule. Sa fille essayait de l'aider autant qu'elle pouvait, en appliquant des compresses et en achetant les quelques médicaments abordables de la liste. Cependant, ceux-ci se sont révélés être des remèdes de soutien seulement, sans réel effet. La fièvre continuait de monter, et parfois il ne parvenait pas à la faire baisser. La mère commençait à sombrer dans un état semi-délirant. Au début, Victoria espérait que sa mère s'améliorerait avec le temps. D'habitude, avec un rhume, c'est comme ça. Au début, tout empire. Puis on atteint un point où on commence progressivement à guérir. Mais ce n'était pas le cas cette fois. La maladie avait évolué en une forme grave qui ne disparaîtrait pas d'elle-même. Ainsi, Victoria marchait dans la rue sans vraiment comprendre pourquoi. Peut-être espérait-elle trouver de la nourriture, ne serait-ce qu'un peu. Idéalement, du poulet. Elle avait entendu dire que le bouillon de poulet aide avec un rhume. Bien sûr, cela ne remplacerait pas les médicaments coûteux, mais cela pourrait peut-être au moins soulager un peu l'état de sa mère. Quant à obtenir les médicaments eux-mêmes, la fille n'osait pas espérer. On ne peut pas simplement entrer dans une pharmacie et dire que sa mère est en train de mourir et qu'on n'a pas d'argent pour les médicaments. Cette image était devant ses yeux. Elle se tenait devant le comptoir de la pharmacie et d'une voix en larmes suppliait. « Madame, s'il vous plaît, donnez-moi ces médicaments et je vous apporterai l'argent plus tard quand ma mère ira mieux et pourra en gagner. » La pharmacienne, une femme plus âgée avec des yeux bienveillants mais un cœur endurci par des années à entendre des demandes similaires, secouait doucement la tête. « Je suis désolée, ma chère, disait-elle, sa voix pleine de pitié et de résignation. Mais sans payem. » La poitrine de la fillette se serra à cette pensée, son souffle se bloquant dans sa gorge. Le désespoir pesait sur elle comme un lourd fardeau, écrasant son petit corps frêle. Mais elle ne pouvait pas laisser les choses se terminer ainsi. Dans son esprit, la scène continuait de se dérouler, se transformant en une version plus optimiste. Et si, au lieu de la renvoyer, la pharmacienne se penchait vers elle, baissant la voix dans un murmure complice? « Reviens ce soir, après la fermeture. Je laisserai les médicaments près de la porte arrière. Mais tu dois être rapide et surtout, ne dis rien à personne. » Le cœur de la fillette se mettrait à battre à toute allure, un mélange d'espoir et de peur. Pouvait-elle faire confiance à cette femme? Et si c'était un piège? Mais avait-elle vraiment le choix? Elle s'imaginerait hocher la tête vigoureusement, les yeux remplis de gratitude et d'appréhension. Elle serrerait la main de la femme, ses petits doigts tremblants, et chuchoterait « Merci, merci beaucoup ». Pourtant, elle savait que ce n'était qu'un fantasme, un cruel tour de son esprit pour lui offrir un moment de répit face à la dure réalité.
La vérité était qu'il n'y aurait pas d'aide secrète, ni d'intervention miraculeuse. Le monde n'était pas un endroit où de telles bontés étaient offertes librement, surtout pas à une pauvre fille qui n'avait rien à donner en retour. Alors qu'elle restait là, à fixer l'espace vide devant elle, elle comprit qu'elle devait penser à autre chose, quelque chose de réel. Elle ne pouvait pas se fier uniquement à des rêves ou à l'espoir. Elle devait trouver un moyen de sauver sa mère, même si cela signifiait faire quelque chose qu'elle n'avait jamais fait auparavant. L'idée vint lentement, presque à contre-cœur, mais une fois qu'elle prit forme, elle ne la lâcha plus. C'était dangereux, c'était illégal et c'était la seule option qui lui restait. En imaginant la réaction de la dame à une telle déclaration, Victoria rit amèrement. Il lui vint à l'esprit qu'elle pouvait essayer de gagner de l'argent par elle-même, mais comment? Elle n'en avait aucune idée. Après tout, personne n'engageait des enfants, surtout pas aussi jeunes qu'elle. Eh bien, voler était définitivement hors de question. Seules pensées furent interrompues par un étrange reflet qui attira son attention dans la poubelle la plus proche. En s'approchant, elle réalisa que le reflet provenait d'une carte bancaire posée sur le dessus des ordures. Victoria la ramassa et l'examina de près. Une petite feuille de papier était attachée à la carte avec 4 chiffres soigneusement inscrits dessus. Probablement le code PIN. La mère de Victoria avait aussi une carte bancaire, bien qu'il y ait rarement de l'argent dessus. Parfois, sa mère l'envoyait avec la carte pour acheter des provisions ou retirer un peu d'argent au distributeur le plus proche. Donc la fille savait très bien comment s'y prendre avec ces choses-là. Bon, si elle est dans la poubelle, se dit Victoria, c'est qu'elle a sûrement été jetée, et si elle a été jetée, il est peu probable que quelqu'un en ait encore besoin. Sur cette pensée, elle se dirigea vers le distributeur automatique le plus proche, sans trop espérer qu'il y ait de l'argent sur la carte. Qui jetterait une carte avec de l'argent dessus? Eh bien, si par chance il y en avait, cela lui serait utile. Elle pourrait acheter des médicaments pour sa mère, ou au moins un peu de poulet pour faire de la soupe. Bien sûr, des doutes s'insinuèrent dans son esprit quant à la justesse de ses actions. Et si la carte s'était retrouvée à la poubelle par erreur? De notre côté, si quelqu'un pouvait accidentellement jeter de l'argent, cela signifiait qu'il n'en avait pas autant besoin qu'elle et sa mère, et leur situation était désespérée. Si sa mère ne recevait pas d'aide bientôt, elle pourrait même mourir. À cette pensée, des larmes montèrent aux yeux de Victoria, et elle accéléra le pas. Arrivée au distributeur, la fillette vérifia d'abord le solde de la carte. Lorsqu'elle vit le montant affiché à l'écran, ses yeux s'écarquillèrent de stupeur. Jusqu'à ce moment-là, elle n'aurait jamais pu imaginer qu'une personne puisse avoir autant d'argent. D'après ses calculs, la somme qu'elle voyait suffirait à elle et à sa mère pour presque toute une vie. Tous ses doutes disparurent d'un coup. Une personne avec une telle richesse ne souffrirait pas beaucoup si elle retirait un peu d'argent pour acheter les médicaments de sa mère. Victoria n'avait pas l'intention de retirer une grosse somme. En sortant de la banque, elle se dirigea directement vers la pharmacie la plus proche. Elle acheta tous les médicaments nécessaires pour sa mère. Son estimation était correcte, car il ne restait presque plus d'argent. Victoria, qui pensait encore au poulet pour la soupe, décida d'aller à l'épicerie pour voir si elle pouvait acheter quelque chose avec le reste de l'argent. Alors qu'elle quittait la pharmacie, Victoria heurta une femme qui, bien que pas très jeune, semblait plutôt aisée. La femme la regarda attentivement, avec une expression que Victoria ne comprenait pas bien, puis demanda soudainement « Fille, as-tu retiré de l'argent au distributeur près d'ici » Victoria tressaillit. Elle comprit. Cette femme était la propriétaire de la carte. Elle allait probablement l'accuser de volume, l'emmener à la police, et la petite n'aurait pas le temps de ramener les médicaments à sa mère. Des larmes emplirent de nouveau ses yeux. « Je l'ai fait !» avoua-t-elle honnêtement. « Mais j'ai trouvé cette carte dans la poubelle, alors je pensais que personne n'en avait besoin. Vous devez comprendre, nous avons vraiment besoin de cet argent. Ma mère est malade et nous n'avons aucun moyen d'acheter ces médicaments. » Les yeux de la femme se plissèrent, et Victoria perçut une lueur de suspicion mêlée à autre chose. Peut-être un soupçon de pitié? Elle n'en était pas sûre et n'osait espérer. Les lèvres de la femme se serrèrent en une ligne mince alors qu'elle regardait la carte dans sa main, puis Victoria. Le silence entre elles semblait durer une éternité. L'air était lourd de tension. Enfin, la femme parla, d'une voix basse et mesurée. « Tu dis que tu l'as trouvée dans la poubelle ?»
Il n'y avait aucune colère dans son ton, juste une curiosité froide et détachée. Victoria hocha vigoureusement la tête, les larmes dévalant maintenant librement sur ses joues. Elle était terrifiée, mais plus encore, elle était désespérée. « Oui, madame, je vous jure, je ne l'ai pas volé. Je pensais juste... » Sa voix se brisa, et elle peinait à trouver ses mots. « Je pensais que cela pourrait nous aider. Ma mère, c'est tout ce que j'ai, et sans les médicaments, je ne savais pas quoi faire d'autre. » La femme observa Victoria un long moment, son regard perçant et inébranlable. Puis, à la surprise de la fillette, elle poussa un léger soupir et secoua la tête. « Tu n'es qu'une enfant, » murmura-t-elle, presque pour elle-même. Une enfant prise dans une situation que personne ne devrait avoir à affronter. Victoria ne savait pas quoi dire. La peur d'être emmenée par la police était toujours présente. Mais quelque chose dans l'attitude de la femme lui fit penser que peut-être, juste peut-être, elle ne serait pas punie. Après ce qui sembla être une éternité, la femme parla de nouveau, cette fois d'une voix plus douce. « Je pourrais te dénoncer, tu sais. Mais à quoi bon? Cela ne procurerait pas à ta mère ses médicaments. Et cela ne réparerait pas ce qui est cassé dans ta vie. » Elle fit une pause, ses yeux s'adoucissant légèrement, alors qu'elle continuait. « Mais cette carte, l'utiliser aurait été mal, peu importe où tu l'as trouvée. Ce n'est pas ton argent. » Le cœur de Victoria se serra. Elle savait que la femme avait raison, mais cela ne rendait pas la réalité plus facile à accepter. Elle mordit sa lèvre, essayant de réprimer un sanglot, et hocha la tête en signe d'accord. « Je sais, » murmura-t-elle. « Je suis désolée. Je ne savais juste pas quoi faire d'autre. » La femme regarda Victoria avec un mélange de tristesse et de détermination. Elle plongea la main dans son sac et en sortit un petit portefeuille. « Tiens, » dit-elle en tendant quelques billets à Victoria. « Ce n'est pas grand-chose, mais cela devrait suffire pour acheter certains des médicaments dont ta mère a besoin. Mais tu dois me promettre une chose. » Victoria leva les yeux vers elle, les yeux écarquillés et pleins d'espoir. « N'importe quoi, » dit-elle rapidement. « Promets-moi que tu ne tenteras plus jamais quelque chose comme ça, » dit fermement la femme. « Peu importe à quel point tu es désespéré, il y a d'autres moyens d'obtenir de l'aide. Voler, ou même trouver et utiliser quelque chose qui ne t'appartient pas. Ce n'est pas la solution. » Victoria hocha vigoureusement la tête, serrant l'argent dans sa main comme si c'était une bouée de sauvetage. « Je promets, » dit-elle, sa voix à peine plus qu'un murmure. La femme hocha la tête en retour, son expression s'adoucissant. « Bien. Maintenant, va, avant que je ne change d'avis. » Victoria n'avait pas besoin de se le faire dire 2 fois. Elle remercia la femme chaleureusement, son cœur battant la chamade avec un mélange de soulagement et de peur persistante. Puis elle se retourna et courut aussi vite que ses jambes pouvaient la porter, serrant l'argent contre sa poitrine. Elle avait une promesse à tenir et une mère à sauver. « Eh bien, calme-toi, » dit doucement la femme. « Je sais que tu n'as rien volé. C'est ma femme de ménage qui a accidentellement jeté la carte. Nous avons un bureau tout près, et c'est ainsi qu'elle s'est retrouvée dans la poubelle. En plus, je sais combien d'argent il y avait sur la carte, et tu n'as pris qu'un peu, pas pour toi, mais pour aider quelqu'un de proche. » Victoria ne pouvait pas se calmer. Elle continuait à s'excuser de manière incohérente et murmurait au sujet de la maladie de sa mère. Elle montra le sac de médicaments et le reçut comme preuve qu'elle avait dépensé l'argent exactement comme elle l'avait dit. Enfin, après quelques minutes, elle réussit à demander « Comment tu t'appelles ?»« Victoria », murmura-t-elle. « Je m'appelle Victoria. Enchantée. Tu sais, Victoria, achetons encore des vitamines et quelques courses pour aider ta mère à se sentir mieux. Considère cela comme une récompense pour ta découverte. » Ensemble, elles achetèrent des vitamines et allèrent à l'épicerie. La femme remplit tout un panier de fruits, légumes, du lait pour Victoria et le poulet tant désiré. Maintenant, elle pouvait certainement préparer un bon bouillon pour sa mère. À 7 ans, elle était déjà très douée en cuisine. Laetitia aida à porter les courses jusqu'à la maison. Elle ne rentra pas, laissant tout dans le couloir. La petite fille invita sa sauveuse à entrer au moins pour une tasse de café, mais elle refusa poliment. « J'ai récemment eu un rhume, » expliqua-t-elle. « Alors il vaut mieux que je ne reste pas près des personnes malades pour l'instant. De plus, ta mère a visiblement des choses plus importantes à penser. Tiens,
Prends mon numéro de téléphone au CA où tu aurais besoin de quoi que ce soit. » Remerciant la femme pour sa gentillesse, Victoria donna à sa mère une dose de médicaments et commença à préparer le bouillon. L'état de sa mère l'inquiétait beaucoup. L'état semi-délirant semblait presque constant. La fillette craignait que l'aide n'arrive trop tard. 2 jours passèrent et l'état de sa mère ne fit qu'empirer. Victoria ne parvenait ni à la nourrir, ni à lui faire prendre ses médicaments. Finalement, elle perdit tout contact avec la réalité et Victoria décida d'appeler une ambulance. Sa mère fut emmenée à l'hôpital, refusant de laisser entrer la fillette malgré toutes ses supplications. Ne sachant pas quoi faire ensuite, la fillette composa le numéro de Laetitia et expliqua la situation d'une voix tremblante. « Je suis désolée de te déranger, mais ma mère a empiré. Ils l'ont emmenée à l'hôpital et ils ne me laissent pas entrer. Je ne sais pas quoi faire. Je suis désolée, je n'ai personne d'autre vers qui me tourner, » expliqua la fillette. « Ne t'inquiète pas, Victoria, » répondit Laetitia avec gentillesse. « J'arrive tout de suite et on va tout arranger. » Et en effet, elle arriva en seulement une demi-heure. « J'ai réfléchi, Victoria, » commença-t-elle presque dès qu'elle entra. « Si tu le souhaites, tu peux rester avec nous pour l'instant. Nous avons beaucoup de place à la maison et mon mari ne s'en plaindra pas. Les médecins t'ont-ils dit dans quel hôpital ta mère a été emmenée ? » Victoria acquiesça simplement, incapable de dire un mot. « D'accord, je vais y aller maintenant pour parler au médecin. Peut-être y a-t-il quelque chose de plus à faire pour l'aider. Ne t'inquiète pas, tout ira bien. » Victoria accepta de rester avec Laetitia et sans perdre de temps, elles se dirigèrent vers sa maison. Il s'avéra que, non loin du quartier avec ses immeubles gris et identiques de 5 étages, il y avait un monde complètement différent. Elles arrivèrent dans un secteur privé où plusieurs rues étaient remplies de luxueuses villas. Et c'était dans l'une de ces villas que la sauveuse de Victoria vivait. La villa était immense, avec de hautes grilles en fer qui s'ouvraient automatiquement à l'approche de Laetitia. L'allée était bordée de haies, parfaitement taillées, et la maison elle-même s'élevait grande et élégante, avec de hautes fenêtres qui brillaient sous le soleil de l'après-midi. Victoria ne put s'empêcher de regarder avec émerveillement. Elle n'avait jamais vu quelque chose de pareil. C'était un contraste frappant avec l'appartement exigu et délabré qu'elle appelait chez elle. Laetitia remarqua l'expression ébahie de Victoria et lui offrit un sourire chaleureux. « Ce n'est qu'une maison, Victoria, » dit-elle doucement. « Ce qui compte, c'est ce qu'il y a à l'intérieur, tant de la maison que des personnes qui y vivent. » Victoria hocha la tête, bien qu'elle ne soit pas sûre de tout comprendre. Pour elle, la maison ressemblait à un palais et elle ne pouvait imaginer comment sa vie avait pu la mener à croiser la route de quelqu'un qui vivait dans un tel endroit. En entrant dans la villa, Victoria fut frappée par la chaleur de l'intérieur. Malgré sa taille, la maison était accueillante, avec un éclairage doux et des meubles confortables. L'air sentait légèrement les fleurs fraîches et une musique classique jouait doucement en fond. C'était paisible, un monde à part du bruit et du chaos de sa propre vie. Laetitia conduisit Victoria dans un salon confortable où un homme, grand et à l'air bienveillant, les attendait. Il avait un comportement calme et une présence rassurante qui mit immédiatement Victoria à l'aise. « Voici mon mari, Eduardo », présenta Laetitia. « Il te tiendra compagnie pendant que je vais voir ta mère. » Eduardo sourit chaleureusement à Victoria, ses yeux se plissant au coin. « C'est un plaisir de te rencontrer, Victoria, » dit-il en tendant la main. « Tu es entre de bonnes mains ici. Laetitia s'assurera que ta mère reçoive les soins dont elle a besoin. » Victoria serra timidement sa main, encore submergée par tout ce qui s'était passé. « Merci », murmura-t-elle, sa voix à peine audible. Laetitia posa une main douce sur l'épaule de Victoria. « Je reviendrai dès que possible, d'accord ? Ne t'inquiète pas, tout ira bien. » Victoria hocha la tête, bien que l'anxiété la rongeait encore de l'intérieur. Elle regarda Laetitia quitter la pièce, le bruit de ses talons résonnant doucement sur le sol poli. Une fois Laetitia partie, Eduardo se tourna vers Victoria avec un sourire aimable. « Tu veux manger quelque chose, Victoria ? Tu dois avoir faim après tout ce qui s'est passé, » proposa-t-il en désignant la cuisine. Victoria hésita, son estomac noué par les nerfs, mais la mention de la nourriture lui rappela depuis combien de temps elle n'avait pas mangé. Elle acquiesça timidement. « Oui, s'il vous plaît, » dit-elle doucement. Eduardo l'emmena à la cuisine, qui était tout aussi grande et accueillante que le reste de la maison.
Il commença à préparer un repas simple, discutant tranquillement avec Victoria pendant qu'il cuisinait. Il parlait d'une voix douce et rassurante, lui demandant quels étaient ses intérêts et essayant de la mettre à l'aise. Au fur et à mesure de leur conversation, Victoria commença à se détendre, ne serait-ce qu'un peu. Pour la première fois depuis ce qui lui semblait une éternité, elle se sentait en sécurité, comme si peut-être, juste peut-être, les choses allèrent s'arranger. Mais même en grignotant le sandwich qu'Eduardo lui avait préparé, ses pensées revenaient sans cesse à sa mère, allongée sur ce lit d'hôpital. Elle ne pouvait s'empêcher de craindre qu'il ne soit déjà trop tard. Pendant ce temps, Laetitia se hâta vers l'hôpital, l'esprit rempli d'inquiétude. Elle savait que chaque minute comptait et priait silencieusement pour qu'il ne soit pas trop tard. Lorsqu'elle arriva, elle se rendit rapidement dans la chambre où se trouvait la mère de Victoria, le cœur battant à tout rompre. En poussant la porte, elle vit une femme frêle allongée sur le lit, sa respiration superficielle et laborieuse. Le cœur de Laetitia se serra à cette vue. Elle s'approcha immédiatement de l'infirmière de garde, demandant des nouvelles de l'état de la femme. L'infirmière soupira, son expression grave. « Elle est dans un état critique », expliqua-t-elle. « Nous faisons tout notre possible, mais sans les médicaments adéquats, c'est incertain. Nous espérions que quelqu'un viendrait pour elle. » Laetitia hocha la tête, sa détermination se renforçant. « Je suis là maintenant », dit-elle fermement. « Faites tout ce que vous pouvez. Je m'assurerai qu'elle reçoive les médicaments dont elle a besoin. » L'infirmière acquiesça, rassurée par la détermination de Laetitia. « Nous allons commencer le traitement tout de suite, » dit-elle, se mettant rapidement au travail pour entamer les procédures nécessaires. Laetitia observa, le cœur lourd mais plein d'espoir. Elle savait que le chemin serait long, mais elle était déterminée à aider Victoria et sa mère de toutes les manières possibles. En arrivant à la clinique, elle se dirigea d'abord vers le bureau d'accueil. « Bonjour, dit-elle. Il y a environ 2 heures. Brenda a dû être amenée ici. Et vous êtes qui pour elle ?» demanda la jeune femme assise au bureau d'enregistrement, sans intérêt. « Sa mère » mentit Laetitia sans ciller. S'il y a bien une chose qu'elle avait apprise en plus de 50 ans de vie, c'est que personne dans un hôpital ne parlerait à une personne complètement étrangère au patient, mais il ne prendrait pas non plus la peine de vérifier le degré de parenté déclaré. La jeune femme du bureau commença à taper quelque chose sur son clavier d'ordinateur. Puis, elle regarda Laetitia. « Elle est dans un état critique. Les visites ne sont pas autorisées pour le moment. Puis-je parler au médecin traitant ? Bien sûr, 2e étage, chambre 23. Vous avez de la chance, c'est l'heure des visites. » En entrant dans le bureau désigné, Laetitia eut une brève conversation strictement professionnelle avec le médecin. Indiquant qu'elle disposait de fonds suffisants, Laetitia demanda que Brenda soit transférée dans une chambre séparée. De plus, elle exprima sa volonté de ne ménager aucune dépense pour les médicaments et les méthodes de traitement. « Je paierai tout, ce qui n'est pas couvert par les soins gratuits, » dit-elle, quel que soit le coût. « Faites tout ce qui est nécessaire et envoyez-moi la facture. » C'était tout ce qu'elle pouvait faire pour la malade pour l'instant. Donc, estimant sa mission accomplie, elle rentra chez elle. Bien sûr, elle avait confiance en son mari, mais elle voulait tout de même s'assurer personnellement de l'état de la petite fille. Après tout, Victoria avait besoin de soins et de soutien que seule une femme pouvait offrir, idéalement une mère, bien sûr, mais elle n'avait pas le luxe de choisir dans cette situation. Elle trouva Victoria dans un état plutôt déprimé. Le luxe de la maison dans laquelle elle s'était retrouvée ne l'impressionnait pas. Même le fait d'avoir une chambre séparée, quelque chose dont rêvent de nombreux enfants de familles moins aisées, ne parvint pas à lui remonter le moral. Elle s'assit sur le lit, balançant une jambe et se tordant nerveusement les mains. Dès que Laetitia entra dans la pièce, la fillette se précipita immédiatement vers elle. « Et ma maman ?» demanda-t-elle avec difficulté. « Les médecins s'occupent d'elle maintenant. Ta maman traverse un moment difficile, comme tu l'as vu, mais sa vie n'est pas en danger. » C'était en partie un mensonge. Avec une pneumonie aussi avancée, on ne pouvait pas être sûr que le corps parviendrait à combattre la maladie, même avec un traitement adéquat. Mais elle ne pouvait pas dire à une fillette de 7 ans que sa mère bien-aimée était au bord de la vie et de la mort, prête à la franchir à tout moment.
3 jours d'attente intense passèrent. Bien que Victoria ait cru les paroles de Laetitia, elle ne parvenait toujours pas à trouver la paix dans son angoisse. Finalement, l'hôpital les informa que la crise était passée et qu'il n'y avait plus de danger pour la vie de la patiente. Bien sûr, il restait encore un long traitement à suivre, mais on pouvait désormais affirmer avec confiance qu'il serait couronné de succès. Grâce aux efforts de Laetitia, la mère de Victoria se rétablit assez rapidement. En quelques jours, son état s'améliora au point que Laetitia fut autorisée à lui rendre visite. Victoria voulait également y aller, mais Laetitia la convainquit qu'il vaudrait mieux attendre la guérison complète de sa mère. En réalité, elle n'était pas sûre que la conversation soit appropriée pour une enfant. « Bonjour, je m'appelle Laetitia, et aussi étrange que cela puisse paraître, je veux vous informer tout de suite qu'aux yeux du personnel de l'hôpital, je suis votre mère. J'ai dû recourir à ce stratagème, sinon personne ne m'aurait parlé. Alors, c'est vous qui avez payé mon traitement, répondit Brenda. Je vous suis très reconnaissante, mais honnêtement, je ne comprends pas très bien. Vous ne devez pas me remercier, sourit Laetitia, mais plutôt votre fille merveilleuse. Elle s'inquiète vraiment pour vous. Ne vous inquiétez pas, elle est chez moi en ce moment et elle va bien. Puis, la femme raconta brièvement l'histoire de sa rencontre avec Victoria grâce à une carte bancaire perdue. « Je ne sais même pas comment vous remercier pour tout, » dit Brenda. « Je n'ai rien à offrir en retour. Et l'argent que vous avez dépensé pour moi, il me semble que je ne pourrai pas le rembourser de toute une vie. »« J'ai largement assez d'argent, » répondit Laetitia. « Vous et Victoria m'avez d'une certaine manière captivé. C'est pourquoi j'ai voulu vous aider. Pas seulement par pitié, bien que cela y joue un rôle. Voyez, dites-moi comment vous en êtes arrivé à cette situation malheureuse et essayons de trouver comment éviter que cela se reproduise. La meilleure gratitude pour moi serait que vous et votre fille soyez dans un environnement chaleureux, bien nourri et sécurisé. Comment j'en suis arrivé là est une histoire typique, soupira Brenda. Au lieu d'étudier le droit et de me former à un métier, je suis tombée amoureuse du père de Victoria. C'était juste après l'école. Je n'ai pas été à l'université. Je me suis dit, eh bien, ce n'est pas grave, je trouverai un travail l'année prochaine. Puis je suis tombée enceinte. Et le gars m'a immédiatement quitté. Il a dit qu'il n'était pas prêt pour une telle responsabilité et tout ça. Je n'ai pas eu le temps d'étudier. Je devais travailler pour subvenir aux besoins de Victoria et de moi-même. Et mes parents ne m'ont pas aidé non plus. Ils buvaient sans arrêt et ensuite, ils sont tous les deux morts. Et au marché où je travaille, les conditions sont mauvaises. Donc je suis tombée malade. Voilà le problème. Laetitia, écoutant attentivement son histoire, dit « Quittez votre travail au marché avant que ça ne vous détruise complètement. Récemment, ma femme de ménage a démissionné et je cherche quelqu'un pour la remplacer. Venez vivre avec moi, avec votre fille. Il y a de nombreuses chambres libres dans la maison. Le salaire sera correct et nous inscrirons Victoria dans une bonne école. Vous n'aurez besoin de rien d'autre. Et s'il arrive quelque chose, je couvrirai aussi votre congé maladie. » Brenda n'en croyait pas sa chance. Au moment où il semblait que tout espoir était perdu, cette femme est apparue et a offert de résoudre tous les problèmes restants d'un coup. Bien sûr, elle ne pouvait pas refuser une offre aussi tentante. Brenda exprima longuement sa gratitude à Laetitia, qui se contenta de rire, puis elles se dirent au revoir. Quelques jours plus tard, Victoria finit par convaincre Laetitia de l'emmener voir sa mère. Les deux furent incroyablement heureuses de se revoir, et il semblait qu'elles étaient enfin complètement rassurées et avaient cessé de s'inquiéter l'une pour l'autre. Après avoir laissé un peu de temps à la mère et à la fille pour parler en privé, Laetitia ramena la petite chez elle. Pour dire la vérité, elles n'y furent pas bien accueillies. Juste à l'entrée se trouvait Rebecca, la fille de Laetitia, qui était apparue à la maison pour la première fois depuis un certain temps. Ni sa mère ni son père ne savaient où elle avait été. Lorsqu'il lui demandait, elle répondait qu'elle était adulte maintenant et qu'elle ne devait d'explication à personne, ce qui était vrai. Elle avait eu 25 ans cette année-là. Cependant, ses parents étaient très inquiets qu'elle puisse se mêler à de mauvaises fréquentations, car certains signes le laissaient repenser. Mais ils ne pouvaient rien y faire et ne voyaient généralement Rebecca que lorsqu'elle manquait d'argent et venait à la maison, en demandait plus. Et maintenant, elle se tenait à la porte, exprimant son mécontentement par toute son attitude. Il semblait que son insatisfaction était dirigée spécifiquement contre sa mère, et quand la jeune fille prit la parole, il devint clair que c'était bien le Kéa. « Quel genre de charité fais-tu ici ?
commença Rebecca avec indignation, sans même prendre la peine de saluer. Tu dépenses l'argent de notre famille pour des vagabonds, tu fais entrer n'importe qui dans la maison. À quoi tu penses? Et si cette fille nous volait? Bonjour Rebecca, je suis très heureuse de te voir, répondit Laetitia. Je t'ai gentiment demandé de ne pas faire de scène devant les invités. Emmène la petite dans sa chambre et nous discuterons de tout après. Ça te va? Non. Donc, la gamine a déjà sa propre chambre ici? Quelle surprise! Qu'est-ce qui va suivre? Tu vas amener sa mère ici aussi? C'est censé être notre maison de famille, pas un refuge pour les sans-abri. Rebecca, je t'ai demandé, dit Laetitia d'un ton plus calme, je suis la propriétaire de cette maison et j'ai le droit de faire ce que je juge nécessaire. Sur ces mots, elle fit passer Vittoria devant la jeune fille furieuse, l'accompagna à l'étage et lui demanda de ne pas quitter la chambre pour la prochaine heure. La fillette entendit la dispute en bas et comprit quelle en était la cause. Mais en quelques minutes, tout se calma. Puis des pas se firent entendre dans l'escalier, suivis d'un coup à la porte. « Entrez !» dit Vittoria, peu habituée à tant de courtoisie. C'était Rebecca. « Je voudrais m'excuser pour ce que j'ai dit en bas, » dit-elle à contre-cœur. « C'était très impoli de ma part. Ça ne me dérange pas que toi et ta maman restiez avec nous quelque temps. » Son ton, même la petite Vittoria le comprit, suggérait le contraire. Après sa guérison, Brenda emménagea pour vivre avec Vittoria. Vittoria fut ravie d'apprendre qu'elles allaient désormais rester définitivement dans cette maison. Elle s'était déjà habituée au luxe environnant et à la compagnie des propriétaires. De plus, comme promis, Laetitia l'inscrivit dans une nouvelle école, un gymnase d'élite. Heureusement, les compétences de la fillette étaient plus que suffisantes pour réussir le test préliminaire. Le mari de Laetitia, Daniel, se révéla être une personne très agréable, bien élevée et extrêmement intelligente. Il fut facile pour Brenda de trouver un terrain d'entente avec lui, ainsi qu'avec sa femme. Occasionnellement, les trois échangeaient des conversations détendues autour d'une tasse de café en soirée. Brenda accomplissait ses tâches avec assiduité, au point que la maîtresse de maison devait parfois lui rappeler que trop travailler nuisait à la santé. « Brenda, pose ce chiffon. Il n'y a plus de poussière sur cette étagère, » lui disait-elle. « Et en général, n'oublie pas que ta journée de travail est réglementée et c'est terminé il y a 2 heures. Je t'ai engagé comme employé de maison, pas comme esclave. Allons plutôt prendre un café. » Vittoria est impatiente de raconter à sa mère ce qu'elle a appris à l'école aujourd'hui. En général, tout allait bien pour elle, à l'exception d'un détail agaçant, Rebecca. La jeune fille ressemblait à une adulte, mais se comportait comme si elle avait encore 16 ans. Elle ne faisait aucune étude, ne travaillait pas. Elle ne faisait que dépenser l'argent de ses parents dans des restaurants de luxe et des boutiques. Son père et sa mère, bien sûr, étaient déçus, mais ils ne pouvaient rien refuser à leur fille bien-aimée. Laetitia déplorait souvent qu'elle ne comprenait pas où ils avaient échoué dans son éducation ou pourquoi elle se comportait ainsi. « Je ne comprends pas quelle sorte de fille c'est. Tout le monde dans notre famille est travailleur. Mon mari et moi n'avons pas toujours été millionnaires. Nous avons commencé comme ingénieurs ordinaires et avons gagné tout notre argent par le travail. » Brenda ne plaisait pas à Rebecca. Peut-être que la jalousie et l'incompréhension y jouaient un rôle. Pourquoi sa mère passait-elle son temps et dépensait-elle son argent pour une vendeuse de marché? Elle essayait de la piquer de temps en temps, insinuant sur son ancien travail, son incapacité à s'habiller avec élégance ou sa pauvreté. Mais son sujet préféré, bien sûr, c'était Vittoria, ou plutôt le fait que Brenda l'élève seule sans père. Le problème était que Rebecca elle-même était fiancée depuis plusieurs années, et elle semblait très fière de ce fait. Ce fille bizarre qui choisissent n'importe qui, et se demandent ensuite pourquoi elles ont été abandonnées, disait-elle, comme si elle parlait à une amie au téléphone, mais assez fort pour que Brenda l'entende. « Mon Esteban n'est pas comme ça. Je ne choisirai jamais un gars qui te mettrait enceinte et te laisserait tomber. » Esteban causait autant de problèmes que sa fiancée. Ignorer les provocations de Rebecca n'était pas une tâche difficile pour Brenda. Elle avait déjà entendu beaucoup de négativité à son égard au travail. Elle continuait simplement à travailler calmement et ignorait tout. Cependant, Esteban lui lançait des regards ambigus et, lorsque Rebecca n'était pas là, il faisait quelques compliments assez désagréables. En bref, il se comportait comme un coureur de jupons typique.
Sans doute, en tant que fille des propriétaires, elle aurait pu remarquer ces signes si elle n'était pas si occupée à s'admirer elle-même. Elle ne doutait pas qu'elle était absolument irrésistible et que son fiancé était follement amoureux d'elle. Brenda, en revanche, comprenait parfaitement que si Esteban était amoureux, c'était seulement de l'argent de ses parents. C'est pour cet argent qu'il trompait la naïve Rebecca. Il serait heureux de trouver une autre fille séduisante à laquelle s'accrocher. On ignore combien de temps cette histoire aurait encore continué et comment elle se serait terminée si une somme d'argent considérable n'avait pas disparu du coffre des propriétaires un jour. N'importe qui aurait pu penser que Laetitia et Daniel étaient des extravertis absolus et leur maison avait toujours beaucoup d'invités. Rebecca, bien sûr, avait sa propre version de la disparition de l'argent. « Sale ingrate », dit-elle dès que Laetitia rassembla tout le monde pour une réunion de famille et leur informa de la situation. « Mes parents t'ont pratiquement ramené d'entre les morts. Et c'est ainsi que tu les remercies? Comme s'ils ne te payaient pas assez pour ton travail insignifiant. Ou peut-être que c'est ta fille qui l'a pris. Elle s'est déjà montrée être une voleuse. »« Rebecca, arrête !» l'interrompit sa mère sèchement. « Je ne crois pas que Brenda ait pu voler cet argent. »« Alors qui d'autre ?» insista la jeune fille. « Tu penses que c'est moi ?»« Je n'ai pas dit ça. Qui sait ce qui a pu se passer? Je pense que nous devrions appeler la police et les laisser tout investiguer. Mais avant cela, si l'un d'entre vous avait besoin de cet argent, peu importe la raison, je vous suggère de l'avouer maintenant et nous n'impliquerons pas la police. Rendez tout ce qui a été volé d'ici demain et nous ferons comme si cela n'avait jamais eu lieu. »« Oui, » intervint Rebecca, reprenant immédiatement ses accusations. « Et sors de notre maison pour retourner à ton marché, bien que la prison serait encore mieux pour toi. »« Ça suffit, Rebecca, » l'interrompit à nouveau sa mère. « Je ne veux pas entendre d'accusations infondées. J'ai dit ce que j'avais à dire. Je vous laisse tous réfléchir. » Brenda, même sachant qu'elle était innocente, passa une nuit blanche. Elle s'inquiétait, comprenant que personne ne mènerait d'enquête. La pauvre femme qui avait été recueillie comme domestique par pitié avait volé de l'argent aux propriétaires. C'était l'explication la plus simple et aucune preuve n'était nécessaire. D'un autre côté, elle ressentit un changement subtil dans la façon dont on la traitait. Les propriétaires, bien que restant impeccablement polis, affichaient une certaine froideur à son égard. Laetitia avait dit qu'elle ne croyait pas que Brenda puisse être une voleuse, mais il était clair qu'elle avait tout de même des doutes. Et si l'argent réapparaissait magiquement dans le coffre le lendemain, sans aucun doute, tout le monde penserait qu'elle était responsable. Quoi qu'elle fasse, la situation semblait sans issue. Peut-être que Rebecca avait pris l'argent de ses parents sans leur demander pour incriminer Brenda. Après tout, Rebecca n'avait aucune raison de voler. Ses parents lui auraient donné pratiquement n'importe quelle somme sans poser de questions inutiles. Il était tard lorsque Victoria entra dans sa chambre. La fillette vivait dans la pièce voisine et avait dû entendre sa mère se retourner dans son lit, incapable de dormir. Peut-être était-elle venue pour demander ce qui s'était passé. Brenda avait déjà commencé à réfléchir à ce qu'elle lui dirait. Une chose était pour elle-même, mais pour sa fille. Comment expliquerait-elle à Victoria pourquoi elle quittait soudainement ce paradis, ce qui lui paraissait presque inévitable? Elle ne savait pas encore que sa charmante fille n'était pas venue avec des questions ou du réconfort, mais avec une solution à son propre problème. « Maman, pardonne-moi, s'il te plaît », commença la petite fille avec des mots que Brenda ne s'attendait jamais à entendre. « Pourquoi ?» demanda-t-elle prudemment, craignant au fond le pire. « Je sais qu'écouter les conversations des autres, ce n'est pas bien, et que les adultes parlent parfois de choses que les enfants ne devraient pas entendre, mais c'est arrivé. Je sais de quoi vous parliez aujourd'hui dans la cuisine. Et je sais aussi qui a pris l'argent dont vous parliez. Et quand je l'ai vu le faire, je me suis demandé si monsieur et madame l'avaient permis. Mais je l'ai enregistré sur mon téléphone. » Brenda serra sa fille très fort, comme elle grandissait intelligemment et diplomatiquement. Il n'y a pas longtemps, Laetitia avait offert un smartphone à Victoria pour son anniversaire. Sa mère n'avait rien objecté, elle n'y avait même pas réfléchi. Elle disait que même pour étudier, les enfants avaient besoin de téléphones de nos jours. Et tu as suffisamment d'autres choses sur lesquelles dépenser ton argent, alors laisse faire. Et maintenant, ce smartphone s'avérait utile au moment le plus inattendu.
Le lendemain, bien sûr, l'argent ne se trouvait toujours pas dans le coffre. Rebecca était inhabituellement silencieuse cette fois-ci, mais un sourire malveillant jouait sur ses lèvres. Elle semblait absolument certaine que la servante qu'elle détestait disparaîtrait de sa vie pour toujours. Cependant, une surprise extrêmement désagréable attendait Brenda. Bien que douce et gentille de nature, elle dut faire un effort pour contenir sa propre ombre. Après tout, cette fille lui avait coûté de nombreuses expériences désagréables. Mais maintenant, elle avait la chance de la faire tomber. Et peut-être qu'elle comprendrait enfin à quel point son comportement avait été inapproprié tout ce temps. « Eh bien, » dit Laetitia tristement, ouvrant le coffre et confirmant que l'argent manquant n'y était pas réapparu magiquement. « Il semble que nous devrons appeler la police à moins, bien sûr, que quelqu'un veuille me dire quelque chose maintenant. »« Attendez, » commença Brenda. Elle vit le triomphe dans les yeux de Rebecca et le visage attristé de sa mère. « Je sais qui a pris l'argent et j'ai des preuves. Victoria a vu le voleur et l'a enregistré sur son téléphone. » Elle posa son smartphone de manière à ce que tout le monde puisse voir l'écran et lança l'enregistrement. Bien que le son fût de mauvaise qualité, on pouvait clairement voir qui prenait l'argent du coffre et le refermait soigneusement. Il s'agissait d'Estevan, le fiancé de Rebecca. Malgré tout, les propriétaires décidèrent de ne pas impliquer la police. Après tout, Estevan n'était pas un inconnu. Ils lui demandèrent simplement de rendre l'argent, le menaçant de contacter les autorités s'il ne se conformait pas. Estevan fut extrêmement en colère contre les parents de Rebecca et contre Rebecca elle-même. Il provoqua une scène honteuse directement chez eux, criant qu'ils avaient déjà tellement d'argent et qu'ils ne pouvaient même pas se passer d'une petite somme dont il avait désespérément besoin. Finalement, il ajouta qu'il ne voulait plus rien avoir à faire avec des gens aussi avares, y compris leur fille, bien sûr, et partit en claquant la porte. Contrairement aux espoirs de Brenda, cette situation ne calma pas Rebecca. En fait, cela la rendit encore plus insupportable. Dès que la porte se referma derrière son ex-fiancé, désormais évident, elle se mit à crier avec 2 fois plus d'intensité. « Donc, une fille au hasard peut voler de l'argent sur votre carte ?» hurla-t-elle à sa mère. « Mais le fiancé de votre propre fille ne peut même pas emprunter une petite somme? Allez, ce n'est que de l'argent de poche. Vous ne l'auriez même pas remarqué. » « Sais-tu seulement à quoi ton soi-disant fiancé avait besoin de cet argent ?» répondit sa mère calmement. « Qu'est-ce que ça change ?»« Ça change tout. Nous ne vous avons jamais refusé, ni à toi ni à lui, de petites dépenses. Mais cette fois, c'était une somme importante. Et si c'était pour une bonne cause, nous l'aurions donnée. Et il le savait, ce qui signifie qu'il s'agissait de quelque chose que nous n'aurions pas approuvé, raisonna Daniel. « Vous n'approuvez jamais rien quand il s'agit de moi, » continua Rebecca en faisant une crise. Vous avez ruiné la vie de quelqu'un. La mienne aussi. Elle quitta la cuisine en claquant la porte. Dans le couloir, elle bouscula Brenda, qui nettoyait les porte-manteaux, essayant d'ignorer la dispute qui s'intensifiait dans la cuisine. Ce n'était pas facile, car Rebecca criait si fort que toute la maison pouvait l'entendre. Brenda ne pouvait que se réjouir que sa fille soit à l'école et n'entende pas toute cette horreur. « Toi !» Rebecca se tourna vers Brenda dès qu'elle la remarqua. « Tout est de ta faute. Depuis que tu es entrée dans cette maison, je savais que ça finirait mal. Quelle fille maligne tu fais! Enregistrer une vidéo sur ton téléphone pour attraper le voleur. Et moi, je croyais qu'Estevan et moi, on s'aimait. Et toi, tu ne pouvais tout simplement pas le supporter. Tu n'as pas su garder ton propre homme et tu as décidé de semer la discorde entre nous. » Rebecca tenta de raisonner Brenda. « Ne vois-tu pas? Estevan n'aimait que ton argent. Dès qu'il a réalisé qu'il ne pourrait plus mettre la main dans les poches de tes parents, il est parti immédiatement. Ne t'avise pas de parler mal de lui comme ça. N'ose même pas prononcer son nom. Comment oses-tu même me parler? » Les jours suivants à la maison se transformèrent en un véritable enfer pour Brenda, dont elle essayait ardemment de protéger sa fille. Cependant, Victoria entendait quand même les disputes constantes qui éclataient désormais à la moindre provocation. La pauvre fille commença à se sentir coupable de ce qu'elle avait fait et d'avoir montré l'enregistrement, mais elle voulait seulement sauver sa mère. Rebecca ne lâchait pas l'affaire, menaçant à plusieurs reprises qu'elle ne remettrait jamais les pieds dans la maison. Au lieu de cela,
Elle créait des scènes embarrassantes pour ses parents et pour Brenda. La seule chose pour laquelle elle avait assez de tact était d'éviter les confrontations explicites en présence de l'enfant. « Il suffit de passer cette épreuve », disait Laetitia un soir après un énième scandale. Elle comme nous tous, elle est dévastée. On dirait qu'elle aimait vraiment ce salaud. Et maintenant, elle traverse sa trahison. « Ça passera », dit-elle avec assurance, mais sa voix tremblait. Brenda voyait que même la maîtresse de maison allait bientôt perdre son calme. Elle ressentait une profonde pitié pour cette belle femme, mais elle ne pouvait même pas imaginer comment elle pourrait l'aider. De plus, elle se sentait également coupable de tout ce qui s'était passé récemment. Mais un jour, tout changea. Cela aurait été bien si cela s'était produit parce que Rebecca avait enfin tout compris et s'était calmée. Cependant, la raison était complètement différente et malheureusement n'avait rien de joyeux. La tragédie qui s'était produite avait véritablement plongé toute la maison dans le silence. Mais désormais, chaque résident voulait revenir à l'époque où les cris de la fille des propriétaires faisaient trembler la vaisselle dans la cuisine. Brenda était assise sur son lit en train de lire lorsque Rebecca fit irruption dans la chambre. Pendant un instant, on aurait pu croire qu'elle allait commencer une nouvelle dispute, mais la seconde d'après, il devint clair que quelque chose s'était passé. Le visage de la jeune fille était aussi pâle que de la craie, et des larmes coulaient sur ses joues. Avec difficulté, elle parvint à dire « Papa a eu un accident. Il est à l'hôpital. Il a besoin d'une transfusion sanguine. Maman demande si tu accepterais de venir avec nous pour donner ton sang. Il a un groupe sanguin rare, donc plus il y a d'options, mieux c'est. » Bien sûr, répondit simplement Brenda, sans entrer dans les détails, car elle-même n'en savait pas plus. Elle expliqua que Daniel était gravement malade et avait besoin d'aide, donc tous les adultes devaient repartir pour un moment. « Tu seras responsable de la maison. Comporte-toi bien, » dit-elle. « Bien sûr, maman. » Ils rassemblèrent rapidement leurs affaires et se dirigèrent vers l'hôpital. Laetitia voulait conduire elle-même, mais ils parvinrent à la convaincre, en joignant leurs efforts, d'attendre un chauffeur. Ses mains tremblaient. 1 heure plus tard, ils étaient à la station de transfusion sanguine. Un par un, des échantillons furent prélevés sur chacun d'eux pour les tests de compatibilité et autres analyses nécessaires. Retenant leur souffle, les 3 femmes attendaient les résultats dans le couloir, sursautant à chaque fois qu'une porte s'ouvrait. Elles comprenaient toutes parfaitement que le temps était compté. Rebecca tenait fermement la main de son père, se comportant de manière extrêmement agitée, balançant sa jambe, reniflant et pleurant parfois doucement. « Et si papa meurt et que la dernière chose que je lui ai dite était « Il ne va pas mourir », l'interrompit Laetitia, mais sa voix manquait de la conviction qu'elle essayait de transmettre. Brenda faisait de son mieux pour calmer la jeune fille, bien qu'elle-même tremblait. Malgré la relation tendue entre elle et Rebecca, elle éprouvait de la peine pour la jeune fille. Peut-être qu'elle avait été trop gâtée par des parents aimants et n'avait jamais vraiment été confrontée aux difficultés de la vie. Maintenant, elles traversaient toutes deux une souffrance partagée qui les rapprochait. Après tout, pour Brenda, Daniel était devenu presque comme une figure paternelle, quelque chose qu'elle n'avait jamais vraiment eu. Son père biologique ne s'était jamais intéressé à sa vie. En fait, tout ce qui importait à ses parents, c'était la présence d'alcool dans la maison. D'une certaine manière, Laetitia et Daniel avaient remplacé sa mère et son père, lui apportant la chaleur qui avait tant manqué à son enfance. Enfin, la porte du bureau désigné s'ouvrit et un médecin en sortit. Son expression était extrêmement perplexe. Il était impossible de dire quelle nouvelle il apportait alors qu'il s'avançait vers elle. Pourtant, les 3 espéraient le meilleur, mais étaient manifestement mal préparés pour ce qu'elles allaient entendre dans les minutes suivantes. Honnêtement, ce n'est pas le moment le plus approprié pour en parler. Mais Rebecca, vous n'êtes pas liée à notre patient. Puis se tournant vers Laetitia, ni vous non plus. La dernière phrase était adressée à Laetitia. Et malheureusement, votre sang n'est pas compatible pour une transfusion. Toutes les 3 tentèrent de comprendre ce qui venait d'être dit, mais cela ne rentrait tout simplement pas dans leur esprit. Cela semblait absurde. Que signifiait le fait que Rebecca n'était pas liée à Laetitia ou Daniel? Comment était-ce possible? C'était choquant, mais d'une certaine manière, c'était éclipsé par la dernière déclaration concernant l'incompatibilité du sang.
Entre-temps, le médecin leur laissa un moment pour assimiler l'information et continua « Cependant, votre sang, pointant Brenda, est parfaitement compatible. Et même sans analyse détaillée, je peux dire que vous êtes un parent assez proche de notre patient. » Il n'y avait pas de temps pour les spéculations, et Brenda accepta de donner son sang pour Daniel. À peine 1 heure plus tard, la complexe opération pour sauver sa vie commença. Un soupir collectif de soulagement se fit entendre. Bien sûr, il y avait toujours un risque que quelque chose se passe mal, surtout compte tenu de la gravité de l'état du patient. Cependant, les meilleurs médecins que l'on avait pu trouver en si peu de temps se battaient pour la vie de Daniel. De plus, l'un des aspects les plus difficiles avait été de trouver du sang compatible pour lui. L'opération dura plusieurs heures, mais fut finalement couronnée de succès. Daniel resta dans un état stable mais critique, avec les principales menaces pour sa vie éliminées. Maintenant, tout ce qu'il pouvait faire était de faire confiance à ce que le centre de dons leur avait dit. Brenda s'est avérée être une parente de sang, très probablement sa fille. Cependant, Rebecca n'avait aucun lien avec eux. Pour démêler ce mystère, Laetitia a demandé l'aide de détectives privés. Ils ont mené une enquête qui s'est avérée assez simple. La ville était petite, avec un faible taux de croissance démographique. Peu de naissances avaient eu lieu, et elles étaient relativement rares. En conséquence, seules 2 femmes avaient été accouchées dans l'un des 3 hôpitaux de maternité à la date spécifiée. Laetitia était l'une d'elles. À l'époque, la famille de Laetitia n'était pas encore riche. Ils ne pouvaient donc pas se permettre une chambre privée. Elle est donc restée dans une chambre partagée. Ils étaient contents qu'une seule personne partage la chambre avec elle, presque comme un service VIP sans le coût supplémentaire. Laetitia se souvenait bien de cette période et de sa colocataire à l'hôpital. La femme n'était pas particulièrement bavarde. Au contraire, elle marmonnait et se plaignait constamment de la vie. Il aurait été difficile de commencer une conversation avec elle. Cependant, elle ne causait aucun problème, donc personne ne lui prêtait beaucoup d'attention. Contrairement à Laetitia, qui recevait régulièrement des visites de son mari, de ses parents et de ses amis, personne ne venait voir l'autre future mère. Il était clair qu'elle venait d'une famille malheureuse et semblait destinée à continuer sa vie marginalisée même après avoir accouché. C'était triste pour cette personne, qui, avant même de venir au monde, n'était déjà désirée par personne. Cependant, il n'y avait rien à faire. Les 2 femmes ont accouché à un jour d'intervalle et toutes 2 ont eu des filles. Les 2 étaient en bonne santé et fortes, apportant de la joie à leur mère. Les 4 ont dû passer quelques jours de plus à l'hôpital après l'accouchement. Laetitia, qui avait eu un accouchement difficile, se souvenait à peine des événements suivants, ceux qui expliquaient pourquoi elle n'avait pas remarqué l'échange. Il avait été effectué par l'une des sages-femmes. L'administration de l'hôpital l'a découvert assez rapidement, mais c'était déjà après la sortie des 2 mères. Comme c'est souvent le CA dans les institutions gouvernementales, surtout dans les petites villes de province, il a été décidé de ne pas faire de vagues, car il était impossible de corriger discrètement la situation à ce stade. Ils ont laissé tout tel quel et ont simplement renvoyé la sage-femme, qui s'est rapidement retrouvée sous soins psychiatriques à vie. L'échange de bébés en était probablement la cause, mais personne ne s'est soucié d'enquêter davantage sur les raisons de son comportement. Cependant, les détectives ont réussi à découvrir les motifs derrière ses actions. Au-delà de son trouble mental, il s'est avéré qu'il s'agissait d'envie pure. Elle avait décidé que si elle traversait la misère, alors personne dans ce monde ne devait être heureux, surtout la femme aisée qui était également capable de concevoir et de donner naissance à un enfant. Et cette femme s'est trouvée être Laetitia. En effet, la sage-femme désirait désespérément avoir des enfants, mais toutes ses tentatives avaient échoué. Au début, elle a longtemps lutté pour concevoir, et lorsqu'elle y est enfin parvenue, elle a découvert qu'elle était physiquement incapable de porter un enfant. En conséquence, elle a fait une fausse couche à un stade précoce. Depuis lors, elle nourrissait de la rancœur envers toutes les femmes qui, contrairement à elle, pouvaient avoir des enfants. Cependant, elle n'a pas quitté son emploi, car elle n'avait nulle part où aller. Lentement, année après année, elle a commencé à perdre la raison en voyant des mères heureuses à qui elle avait aidé à accoucher. Bien sûr, personne ne s'en est rendu compte. Puis, au moment où Laetitia accouchait, quelque chose dans l'esprit de cette femme malheureuse a finalement craqué.
Peut-être était-ce parce que cette mère avait tout ce que la sage-femme n'avait pas. Un mari aimant, des amis et des parents attentionnés, un emploi bien rémunéré et de belles perspectives. Et maintenant, par-dessus tout, un enfant. La sage-femme a décidé qu'elle devait gâcher un peu cette vie parfaite et a échangé le bébé avec l'enfant d'une femme marginalisée qui accouchait presque en même temps. Il est compréhensible que, qu'on le veuille ou non, la génétique finisse par se révéler. Il n'aurait pas été facile pour cette femme d'élever l'enfant d'une autre, surtout un enfant comme celui-là. Ironiquement, la fille biologique de Laetitia et Daniel s'est retrouvée entre les mains de parents alcooliques qui ne lui ont jamais donné l'attention qu'elle méritait. Pendant ce temps, Rebecca a eu de la chance et s'est retrouvée dans une famille qui était destinée à devenir très riche dans un avenir proche, et ils étaient déjà aisés à l'époque. Mais, comme la sage-femme l'avait anticipé, le caractère de la fille a été influencé non seulement par son éducation, mais aussi par des traits génétiques. C'est pourquoi elle se comportait comme elle le faisait. De plus, elle croyait que tout l'argent de ses parents et tout ce qu'ils avaient accompli lui revenait de droit. « Et maintenant ?» demanda Rebecca après avoir entendu l'histoire. « Et maintenant ?» s'exclama Laetitia avec surprise. « Cela signifie que je ne suis pas ta fille biologique et que je n'ai aucun droit d'être ici. »« Ne dis pas de bêtises » répliqua sa mère. « Je t'ai nourri, je t'ai élevé, je t'ai choyé et je t'ai aimé toutes ces années. Bien sûr, comment pourrais-je ne pas t'aimer? Peu importe qui a échangé les bébés ou qui sont tes parents biologiques, tu es ma fille. Bien sûr que tu es d'accord pour me considérer comme ta mère maintenant, non? Bien sûr, maman, je t'aime aussi, dit Rebecca, les larmes aux yeux, avant de se précipiter pour étreindre Laetitia. Brenda observait cette scène avec un sentiment de malaise, ne sachant pas quoi faire. Il s'avérait que ses vrais parents étaient ce couple riche qui avait tant fait pour elle et sa fille, mais ils ne l'avaient pas élevée. Ils n'avaient pas entendu son premier mot, n'avaient pas vu ses premiers pas, et ce n'était pas à eux qu'elle avait rapporté sa première bonne note ou son premier dessin impressionnant. Bien que les personnes qui l'avaient élevée n'aient pas non plus prêté attention à ces choses-là, elle les aimait tout de même, ceux qu'elle considérait comme ses parents. Il y avait quand même de bons moments. Il l'avait élevée et ne l'avait pas laissée mourir de faim. Il l'avait habillée et nourrie, sans jamais la frapper ou quoi que ce soit de ce genre. Certes, son enfance ne pouvait pas être qualifiée de particulièrement heureuse, mais elle n'était pas totalement terrible non plus. Ses parents, bien qu'ils aient été bu la plupart du temps, n'étaient jamais violents. Même lorsqu'ils n'avaient plus d'alcool, ils se contentèrent généralement de dormir, avant de sortir chercher une autre bouteille le lendemain matin. Parfois, l'un d'eux trouvait un petit travail. Ainsi, la famille n'avait pas besoin de mourir de faim. Ce n'était pas exactement une vie de bien-être, mais ce n'était pas toujours le pire non plus. Brenda revoyait remonter à la surface de son esprit des souvenirs de son enfance, d'une époque où sa mère était encore sobre. Son père buvait déjà à ce moment-là, mais il n'avait pas encore complètement entraîné sa femme avec lui, et elle s'occupait diligemment du bébé qu'elle aimait clairement à sa manière. Brenda se souvenait de la joie de sa mère lors de ses premiers pas et des histoires qu'elle lui lisait au coucher, à une époque où elle-même était encore un peu plus jeune que Victoria aujourd'hui. Elle pouvait aller voir sa mère avec n'importe quelle tristesse et recevoir du soutien, et sa mère était fière et heureuse des plus petites et insignifiantes réalisations de sa fille. Peu à peu, elle avait cessé de s'en soucier. Que Brenda soit habillée, ait des chaussures, ait mangé chaque jour, rien de tout cela n'avait plus d'importance. Tout allait bien, peu importe. Les histoires de sa fille ne touchaient pas plus son cœur maternel. Tout ce qui intéressait cette femme désormais, c'était la présence ou l'absence de la précieuse bouteille. Peut-être que les choses auraient été différentes si elle avait trouvé la force de quitter son mari. Mais pour une raison ou une autre, elle s'était accrochée à lui, par habitude ou par peur de ne pas survivre seule. Bien qu'il semble que le père n'ait pas vraiment été impliqué dans la vie de la famille, peut-être qu'elle n'en avait pas conscience. Brenda avait essayé d'étudier avec application et s'était rebellée à plusieurs reprises. Elle avait même fui la maison pendant un long moment, mais personne ne l'avait cherchée, personne ne s'en souciait. Cette histoire s'était terminée de manière assez prévisible. Ses parents s'étaient littéralement noyés dans l'alcool et un jour, quand elle était rentrée chez elle, elle les avait trouvés sans vie. C'était le jour de son 18e anniversaire.
Elle ressentait quelque chose d'étrange. Oui, malgré tout, elle pleurait profondément sa mère et son père et leur était reconnaissante de l'avoir élevée jusqu'à l'âge adulte. Elle savait qu'au fond, il l'aimait. Du moins, cela s'appliquait à sa mère. Quant à Laetitia, elle était essentiellement une étrangère. Quelqu'un dont le destin s'était croisé avec le sien par pitié et par bonté. Brenda était reconnaissante envers cette femme, ressentait un attachement chaleureux pour elle, mais n'était pas certaine que ses sentiments étaient réciproques. « J'ai assez de place dans mon cœur pour mes 2 filles », dit la femme, comme si elle lisait ses pensées. En fait, j'ai toujours pensé qu'il serait bien que Rebecca ait une petite sœur ou un petit frère, mais le premier accouchement a été très difficile. Alors je n'ai jamais voulu revivre cela. Elle serra Brenda fort dans ses bras, et quelques secondes plus tard, Brenda sentit Rebecca rejoindre les trains. C'était comme une véritable réunion miraculeuse d'une famille perdue depuis longtemps. Une seule personne manquait pour compléter ce tableau. Daniel fut libéré de l'hôpital plusieurs mois plus tard, bien que son état se soit amélioré beaucoup plus tôt. Jusque-là, tout le monde lui rendait visite en famille, y compris la petite Vittoria. Comme on pouvait s'y attendre, l'homme fut très surpris par l'histoire de l'échange des bébés. Mais, comme Laetitia, il était heureux d'avoir maintenant 2 filles. Rebecca s'excusa pour son comportement abominable auprès de ses parents et de Brenda, qu'elle appelait désormais rien de moins qu'une sœur. Bien sûr, ce n'était pas seulement le fait de découvrir qu'elle n'était pas la fille biologique qui influença ce changement. L'accident qui avait failli coûter la vie à son père eut également un fort impact, l'obligeant à repenser certaines choses. Et le soutien que Brenda lui apporta pendant cette période difficile convainquit la jeune fille qu'elle avait été injuste envers elle. La tristesse partagée les rapprocha, les aidant à mieux se comprendre et à développer une certaine sympathie mutuelle. Et elles découvrirent alors qu'elles étaient liées plus étroitement qu'elles ne l'auraient jamais imaginé. Quant à la petite Vittoria, elle semblait complètement surprise lorsqu'ils lui racontèrent l'histoire avec douceur, omettant les détails inutiles de la situation. De telles histoires faisaient encore partie de la compréhension du monde pour la jeune fille. Ainsi, la fillette se réjouissait simplement d'avoir une grand-mère et un grand-père. Avec le temps, elle s'habitua également à sa tante, bien que ce ne fût pas facile compte tenu du comportement passé de Rebecca. Mais elle fit de son mieux pour se racheter auprès de ses parents et de leur fille. Lorsque Daniel se rétablit complètement, sa grande famille se réunit et vécut de manière assez harmonieuse dans le même grand manoir. Quelque temps après son retour, le père rassembla tous les adultes pour une réunion familiale. Il choisit un moment où Vittoria était à l'école, s'assurant qu'elle ne serait pas exposée à des informations inutiles. La raison de la réunion était sérieuse et il était peu probable que l'enfant ait besoin d'en savoir quoi que ce soit. « J'ai beaucoup réfléchi, commença-t-il, depuis que j'ai repris conscience et réussi à assembler les faits. Puis vous m'avez tous raconté comment Brenda et Rebecca avaient été échangées à la naissance. Ce qui a compréhensiblement chassé toute autre pensée de mon esprit pendant un certain temps. Mais ensuite, ces pensées sont revenues. Et je dois vous informer que l'accident dont j'ai été victime n'était pas une simple coïncidence. » Un silence tendu régnait dans l'air, tandis que chacun essayait de comprendre le sens des mots de Daniel. Et il semblait que tout le monde parvint à une conclusion similaire. D'une manière caractéristiquement douce, le père venait de leur dire que quelqu'un avait essayé de le tuer. La révélation choqua et effraya tout le monde. Personne n'osa dire quoi que ce soit. Tous attendaient la suite de son discours, et elle vint rapidement. « Je crois que quelqu'un a saboté mes freins, mais au-delà de cela, il est possible que quelqu'un m'ait forcé à sortir de la route et à tomber dans ce ravin où ma voiture s'est écrasée. Je ne peux pas en être sûr parce que je me souviens de très peu du moment de la chute. Je me souviens seulement que les freins n'ont pas fonctionné comme ils auraient dû. J'avais passé une inspection de routine récemment et tout était en ordre. Mais si c'est le cas, cela signifie que quelqu'un qui savait quand et où je voyagerais a fait cela. « Mais qui pourrait te vouloir du mal ?» s'exclama Rebecca, horrifiée. « Eh bien, par exemple, toi, » plaisanta Daniel, indiquant par son ton que ce n'était qu'une blague. « Mais sérieusement, je ne sais pas. Et c'est ce qui me dérange le plus. »
Il se peut que quelqu'un ne ciblait pas seulement moi personnellement, mais toute notre famille. Et dans ce cas, vous êtes tous en danger. C'est pourquoi je vous ai tous réunis ici. Je veux que vous soyez extrêmement prudents jusqu'à ce que le coupable soit retrouvé. Et aujourd'hui, je vais déposer une plainte auprès de la police et les laisser enquêter. C'est ce qu'ils firent. La plainte fut déposée et la police commença son travail, sachant qu'ils avaient affaire à une personne influente de la ville. Ils veillèrent à mener l'enquête avec le plus grand soin. Ils commencèrent par inspecter la voiture, ce qui confirma les préoccupations de Daniel. Les freins avaient effectivement été trafiqués. De plus, certaines bosses sur la carrosserie de la voiture ne pouvaient pas avoir été causées par la chute dans le ravin, validant ainsi son vague souvenir d'avoir été poussé. Quelqu'un voulait s'assurer que leur plan fonctionnait parfaitement et que Daniel ne survivrait pas à l'accident. Dès que la famille fut informée de cette découverte, des gardes armés furent embauchés pour chacun d'eux, y compris pour Victoria, à qui on expliqua que CS Escort l'accompagnerait temporairement à l'école. Brenda insista pour que sa fille soit protégée par des femmes afin qu'elle se sente plus à l'aise. Il fut interdit d'aller ailleurs pour le moment. La jeune fille, comprenant que de telles restrictions ne seraient pas imposées sans raison, ne protesta pas. Tous les véhicules furent minutieusement inspectés par les gardes avant chaque déplacement. Heureusement, rien d'autre de suspect ne fut trouvé, mais personne ne relâcha sa vigilance. Il était possible que cela ne soit qu'une mesure de précaution et qu'après l'échec de la tentative, le coupable ait renoncé à ses plans, ou peut-être avait-il une vendetta personnelle contre Daniel et non contre toute la famille. Mais il vaut mieux être prudent. Pendant ce temps, l'enquête se poursuivait à plein régime. Tous les membres de la famille furent longuement interrogés, mais personne ne se souvenait de quoi que ce soit de suspect ce jour-là. Tout s'était passé comme d'habitude. Personne n'imaginait qui Daniel aurait pu énerver au point que quelqu'un veuille le tuer. Les affaires conjointes avec sa femme étaient menées honnêtement, sans empiéter sur le chemin de qui que ce soit. Il gagnait une somme considérable pour les standards de la ville, mais pas assez pour que quelqu'un veuille prendre le contrôle de leur entreprise ou quelque chose de ce genre. En tout cas, la première enquête suggérant que la tentative de meurtre était liée à l'entreprise fut considérée comme non concluante. Ils commencèrent alors à développer l'idée que cela pouvait être une vengeance personnelle, et c'est là que le premier et unique suspect apparut. Un conflit sérieux qui avait récemment éclaté dans cette famille concernait l'ex-fiancé de Rebecca. Lui seul avait des raisons de chercher à se venger. Bien sûr, il était assez difficile de croire qu'il tenterait de tuer Daniel simplement parce qu'il avait été empêché de voler de l'argent. Même Rebecca avait compris à ce moment-là qu'Estevan était pour le moins une personne peu fiable. Mais il y a une différence entre un escroc ou même un voleur et un meurtrier. De plus, il n'y avait eu aucune menace de sa part à l'encontre de la famille. Il était simplement parti en claquant la porte, et personne n'avait plus entendu parler de lui ensuite. Pendant un certain temps, Rebecca avait essayé de contacter son ex-fiancé, mais il ne répondait simplement pas à ses appels. En fait, aucun d'eux ne savait rien d'Estevan. Travaillait-il quelque part? Étudiait-il? Avec qui se fréquentait-il? Que faisait-il de son temps libre? Qui étaient ses parents? La police devait découvrir tout cela. Et après quelque temps, ils découvrirent qu'il avait effectivement un motif pour souhaiter la mort de Daniel. « Nous avons découvert, » dit l'enquêteur lorsqu'il fut convoqué, « que cette personne avait effectivement tenté de vous assassiner. Cependant, vous pouvez congédier les gardes du corps. Il ne vous causera plus de problème. » « Pourquoi en êtes-vous si sûr ?» demanda Daniel. « Parce qu'il est mort. Nous n'avons pas eu à chercher longtemps. Son corps a été retrouvé chez lui. Il s'avère qu'Estevan était impliqué dans de grosses manipulations financières et qu'il aimait aussi jouer. Il a eu de la chance pendant un moment, mais à un certain point, la chance l'a quitté et il s'est retrouvé à devoir une somme importante à des criminels notoires. Il n'avait aucune intention d'attendre qu'il se marie avec Rebecca pour obtenir l'argent de manière plus ou moins officielle. C'est pourquoi il a décidé de voler, espérant que personne n'enquêterait sur l'affaire et que tout serait imputé à la servante récemment embauchée. Mais le plan n'a pas fonctionné et il n'avait pas d'autre moyen d'obtenir une grosse somme d'argent. Estevan a compris que tout était fini.
Seth Jane, avec qui il s'était impliqué, viendrait certainement le chercher pour récupérer l'argent ou sa vie. Alors il a décidé que s'il devait mourir, il ne le ferait pas seul et a tenté d'emporter avec lui celui qu'il considérait responsable de sa chute, commenta l'enquêteur en concluant son récit. Grâce à votre attention et à votre dévouement, nous avons réussi à démasquer le gang que nous poursuivions depuis plusieurs années. Bientôt, ils se retrouveront tous derrière les barreaux, là où ils appartiennent. Après des semaines de tension, la famille poussa enfin un soupir de soulagement. La sécurité armée fut renvoyée. Vittoria eut de nouveau le droit de sortir et de retrouver ses amis de l'école. De nombreux invités commencèrent à revenir à la maison et tout le monde était heureux de les voir. Grâce au vif désir de Vittoria, après plusieurs mois de débats, de persuasion et de négociations, la famille décida d'adopter un chien. Fidèle à sa promesse, la jeune fille s'occupa elle-même du chiot, le promenant, le nourrissant et prenant soin de lui. À ce stade de sa vie, elle réussissait bien à l'école et rêvait de devenir vétérinaire. Brenda et Rebecca finirent par devenir de grandes amies et passaient une grande partie de leur temps libre ensemble. Rebecca reprit sa vie en main et s'inscrivit à l'université, réalisant qu'il n'est jamais trop tard pour poursuivre une bonne profession. Laetitia et Daniel espéraient que leur fille les aiderait dans les affaires et prendrait éventuellement la relève de la gestion de l'entreprise. Ainsi, l'histoire qui avait commencé avec une simple carte trouvée dans la rue se termina par une véritable fin heureuse, grâce au courage et à l'engagement de tous ceux qui y étaient impliqués.